Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver encore si nombreux aujourd'hui pour ce nouvel atelier avec notre partenaire Deliveroo sur la maîtrise des bases de l'HACCP. On fera un focus spécial sur la livraison aujourd'hui. Alors, on va attaquer sans plus attendre. Je vais présenter mes partenaires. Donc, on a la chance d'être accompagné aujourd'hui de l'équipe Deliveroo. Donc, Louis, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Louis, account manager sur la ville de Lyon et je participe aux échanges avec Octopus. Ravi d'être là aujourd'hui. Merci. Merci Louis d'être là. Rebecca? Oui, bonjour, moi c'est Rebecca Adahan, Food Safety Manager sur Deliveroo Édition. Donc Deliveroo Édition, ce sont les dark kitchens gérés par Deliveroo. Donc pour toutes les questions très techniques, on a la chance d'avoir Rebecca qui pourra nous aider à répondre. Donc moi, je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP et c'est moi qui vais vous faire cette petite formation aujourd'hui avec le reste de l'équipe. Et on a Bastien d'Octopus qui est là avec nous aussi. Enchanté. Donc moi, je suis responsable des ventes chez Octopus et j'aurai la joie de vous présenter un petit peu l'application pendant cette intervention. Super, merci à tous. Eh bien, c'est parti, parlons HACCP. Alors, vous êtes donc sur une solution digitale qui vous permet de poser des questions. Vous avez un chat en bas à droite et vous avez aussi un bouton questions. Donc, si vous mettez vos questions dans les questions, vous pourrez voter pour qu'on puisse y répondre parce que parfois, on a beaucoup de questions, des dizaines et on ne peut pas répondre à tout. Donc, celles qui ont le plus de likes, on y répond en priorité. On va aussi vous poser des petits sondages, donc vous aurez des petits pop-up qui vont s'afficher, donc répondez, ça nous permet de mieux comprendre qui vous êtes et de pouvoir adapter aussi notre petite formation du jour. Et restez à la fin, on vous présentera les petits cadeaux qu'on a pour vous à télécharger, donc ce seront des outils qui vous permettront de faire vos relevés HACCP en cuisine. Alors, au menu. On va voir l'HACCP, à quoi ça sert, on va parler des bases et puis on va faire un focus sur les 3 types de relevés HACCP les plus classiques que vous pouvez avoir faire au quotidien en cuisine, les températures, la traça et les plans de nettoyage. Je vous donnerai des petits tips pour mettre à jour vos plans de nettoyage ou en faire un si vous ne l'avez pas. Allez, on commence par les bases. Alors, l'HACCP, à quoi ça sert? Alors, l'HACCP, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà dû en entendre parler, mais c'est peut-être pas complètement clair pour vous. Donc, en fait, on parle de méthode HACCP. Ce n'est pas une norme, c'est une méthode. Et en fait, c'est une démarche qui vise à assurer la sécurité sanitaire des aliments en identifiant et maîtrisant les dangers potentiels à chaque étape de la production. HACCP, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre mon plus bel accent anglais. Ça veut dire Hazard Analysis Critical Control Point. Et en français, on traduit ça par analyse des dangers et points critiques. Donc, grosso modo, c'est tout ce qui fait que vous garantissez la sécurité sanitaire dans votre établissement et c'est quelque chose qui est encadré par la réglementation. Donc, on va voir ce qui est obligatoire à faire aujourd'hui et ce qui est un peu parfois sujet au PMS de chaque établissement. Alors, l'HACCP, à quoi ça sert? On va prendre un exemple, on va prendre la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, c'est un truc, on se dit, c'est facile, il n'y a pas de risque, etc. C'est sûrement un des produits les plus risqués en restauration. Et si on détaille la méthode HACCP et les 7 principes de la méthode HACCP à la mousse au chocolat, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, la méthode HACCP, c'est être capable d'analyser les dangers. Par exemple, les œufs crus, la température de conservation, la propreté du matériel. C'est aussi être capable de déterminer les points critiques, ce qu'on appelle les CCP. Par exemple, les températures de conservation ou les durées de conservation. C'est de déterminer des seuils critiques. Par exemple, on va conserver à 3 degrés maximum et J+1. Ça, c'est un seuil critique. On va mettre en place des systèmes de surveillance. Par exemple, qui va nous permettre d'identifier les dangers. Par exemple, est-ce qu'on a un thermomètre dans notre frigo qui nous permet de contrôler la température du frigo? Le 5e pilier, c'est la mise en place des mesures correctives. Par exemple, si un point critique n'est pas maîtrisé, qu'est-ce qu'on doit faire si la température est dépassée ou la DLC est dépassée? On jette la marchandise. 6e pilier, l'application d'une procédure de contrôle et de vérification du bon fonctionnement du système HACCP. Par exemple, qui contrôle quoi et quand, les températures, les DLC secondaires, la propreté des équipements. Et enfin, dernier principe de la méthode HACCP, c'est avoir un dossier récap des procédures et de leur mise en application. Bien souvent, c'est dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire, mais ça peut être aussi l'historique des relevés HACCP, ce sont des choses complémentaires. Donc ça, c'est les 7 grands piliers de la méthode HACCP que vous avez dû tous probablement voir en formation ou en école hôtelière. Moi, je voulais savoir, Rebecca, est-ce que, par exemple, tu peux nous donner un exemple de CCP important à Deliveroo Édition?
Oui, tous les CCP sont vraiment indispensables et vont être propres à chaque restaurateur en fonction de son risque, de son type de produit. Mais pour prendre un exemple de CCP qui va être commun à tous les restaurateurs, on a la réception des matières premières. Quel danger on peut avoir à ce niveau-là? On peut recevoir un produit non conforme pour plusieurs raisons, une température non conforme, un produit qui serait en DLC ou en DDM dépassé, un défaut de traçabilité, des emballages percés, abîmés. Donc pour ça, on a établi des seuils critiques donc, qui vont être l'absence de produits périmés, des températures conformes à la réglementation, une traçabilité qui soit bien complète avec le numéro de lot et les DLC indiqués sur chaque produit. On va aussi s'assurer de travailler avec des fournisseurs qui maîtrisent les bonnes pratiques d'hygiène et qui les appliquent au quotidien. Et du coup, en cas de dépassement de ces seuils critiques, on va refuser la marchandise et on va demander à notre fournisseur de nous faire une seconde livraison qui, elle, sera conforme. Comme système de surveillance à édition, on a un outil informatique interne qui nous permet de indiquer la température à réception et indiquer si la commande était conforme ou non et si on a mis en place un plan d'action ou non en fonction du niveau de conformité. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire aussi en version papier. Comme procédure de contrôle, on réalise régulièrement des audits d'hygiène dans les restaurants ou pour les sites, qui nous permet aussi de s'assurer que toutes les normes les règles HACCP sont bien appliquées au quotidien. Donc, c'est un système complet que vous avez en place, c'est bien, c'est important. Et c'est ça, en fait, que chaque restaurateur devrait avoir. On va rentrer un peu plus dans le détail. Là, on a vu, donc, par exemple, tous les CCP qui sont en place chez Deliveroo Édition. On va faire des petits focus pour que ce soit hyper clair pour vous. On va regarder les températures. Alors, le premier truc, c'est l'importance du respect de la chaîne du froid. La chaîne du froid, qu'est-ce que c'est? C'est déjà le respect des températures pour la fabrication, le stockage, le transport, la distribution. Et pourquoi c'est important de la respecter? Parce que ça permet de conserver les qualités des produits et de les garder sains, de la prod à la consommation. Ça va aussi limiter ou stopper la prolifération des micro-organismes qui peuvent être à l'origine d'intoxication alimentaire. Et il y a quelque chose qui est hyper important, c'est qu'en général, la température de conservation est liée à la DLC secondaire. C'est-à-dire que la date qui est indiquée sur l'étiquette ne reste valable que si la température de conservation indiquée est respectée. Si, par exemple, vous ne mettez pas du jambon au frais, même si la DLC est de 3 jours, votre jambon, il est plus bon, il faut le jeter. Donc, c'est hyper important de respecter la chaîne du froid, mais sur toutes les étapes. Et on va voir ça en détail, fabrication, stockage, transport, distribution, comment est-ce qu'on gère la chaîne du froid. Les risques en cas de rupture, ça, c'est hyper important. En fait, c'est pas... On ne se dit pas juste, oui, la réglementation dit qu'il faut contrôler mon frigo tous les matins, etc. Ça, c'est la réglementation. Mais pourquoi, en fait? Parce que si on a une rupture de chaîne du froid, on a un risque de multiplication des bactéries. En fait, il y a des bactéries dans toutes les préparations. Le froid permet juste de bloquer leur développement. Elle ne les tue pas. Donc, quand on rompt la chaîne du froid, il faut avoir conscience que les bactéries vont se multiplier. Et des bactéries qui se multiplient, ça provoque des intoxications alimentaires. Il y a des bactéries plus graves que d'autres. Si on parle de salmonelle, d'Escherichia coli, de listeria, ça va être des choses qui peuvent être très très graves. Une femme enceinte peut perdre son enfant, par exemple. Il y a des gens qui peuvent décéder. Donc, c'est des choses qui sont hyper importantes à respecter. La chaîne du froid permet de limiter la prolifération des moisissures. Et les moisissures, le problème, ce n'est pas tant la moisissure, c'est la mycotoxine dangereuse qui va être générée par cette moisissure. Donc attention, des pratiques qui arrivent parfois qui sont complètement interdites, c'est pas j'ai un produit qui est moisi, je gratte un peu, j'enlève la moisissure et je garde le produit. Non, c'est je jette tout parce qu'il y a des productions de mycotoxines dangereuses qui peuvent se retrouver à d'autres endroits sur le produit que vous n'allez pas voir et qui rendent le produit dangereux. Et ça peut aussi altérer les qualités organoleptiques. Alors, quand vous bossez en pâtisserie, vous avez des produits très sensibles à la chaîne du froid, vous allez vite le voir. En fait, ça va altérer le goût, la texture, l'odeur. Attention, le respect de la chaîne du froid, juste pour faire joli dans la méthode HACCP et mettre des thermomètres partout, c'est juste, en fait, c'est vital pour la nourriture, pour qu'elle soit bien conservée et dans des conditions saines. Les différentes étapes, en fait, la chaîne du froid, ce n'est pas juste vous quand vous préparez vos produits. C'est déjà quand vous les recevez en livraison, quand vous les stockez dans vos enceintes froides, quand vous allez les transformer. Si on transforme des produits froids, attention à ne pas les sortir trop longtemps, surtout quand il fait 30 degrés dehors, ce qui est encore le cas en octobre en ce moment, parce qu'ils vont remonter en température. Et quand vous allez les livrer.
et que ce soit chaîne du froid ou chaîne du chaud, c'est le même combat. Il y a des seuils à ne pas dépasser. On doit les respecter. Alors, on va prendre, donc tout à l'heure, Rebecca, tu parlais du contrôle à réception. On va parler du contrôle des températures à réception. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est déjà la première étape de la garantie de la chaîne du froid. C'est vous devez contrôler la température du camion ou d'un produit par catégorie. BOF, viande, poisson. Prenez le produit le plus sensible. Vous devez vérifier que la température est bonne. C'est quoi une bonne température? C'est pas 6 degrés, objectivement. C'est inférieur à 3 degrés ou 4 degrés selon les catégories de produits. Certains produits sont plus sensibles. Type les steaks hachés, c'est 2 degrés. Le poisson frais, c'est 2 degrés. On ne doit pas vous livrer de la marchandise à plus de 2 degrés. Et vous devez aussi, en parallèle, conserver le bon de livraison pour assurer la traçabilité. Alors, comment on contrôle la température? Il y a plein de manières, mais vous pouvez le faire avec un thermomètre laser. Qu'est-ce qu'on fait en cas de problème? Si la température du camion ou des produits n'est pas conforme, vous devez refuser la marchandise. Pourquoi? Parce que, en tant que restaurateur, ou quelle que soit la structure dans laquelle vous travaillez, une crèche, une école, etc., si vous recevez de la marchandise qui est non conforme, vous êtes responsable. Donc, vous devez impérativement refuser la marchandise. Je vous ai pris une petite photo dans la rue en allant au boulot il y a 2 semaines, que vous voyez en bas. On voit des cartons qui sont devant la porte d'un établissement de restauration. Ça, c'est interdit d'un point de vue rupture de chaîne du froid et d'un point de vue hygiène. Donc, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas faire. Rebecca, toi, tu conseilles quoi aux établissements, notamment ceux qui se font livrer la nuit? Je déconseille fortement de faire les réceptions la nuit parce que dès lors que vous acceptez une livraison, on en devient totalement responsable. Donc, en cas de plainte client ou d'intoxication alimentaire, vous n'aurez pas le relevé de température à réception qui permet de vous garantir que vous avez fait votre bonne partie du job. Du coup, vous perdez la maîtrise de cette étape qui est essentielle pour vous protéger en cas de problème. Du coup, je vous recommande de vous faire toujours livrer vos matières premières quand vous êtes disponible pour faire le contrôle à réception, particulièrement pour des produits frais et sensibles, mais ça s'applique pour tous les produits. Donc, on est d'accord, les cartons livrés devant le restaurant, ça c'est, on ne veut pas voir ça. Et encore moins les livreurs qui vont mettre les cartons directement dans les frigos, parce que déjà, ils ne déconditionnent pas forcément. On ne sait pas ce qu'ils mettent dans les frigos et on ne peut pas contrôler la température. On vous a mis un petit sondage. Donc, vous allez avoir un petit sondage pour savoir si vous faites systématiquement vos contrôles à réception. On n'est pas là pour vous fliquer, on est là pour vous aider. On sait que ce n'est pas vraiment le contrôle qui est le plus souvent fait, parce que les restaurateurs ne se rendent pas forcément compte des risques qu'il y a à faire ou méconnaissent la réglementation, mais sachez que c'est obligatoire. Donc, je serais curieuse d'avoir votre retour et votre réponse. Là, jusqu'à présent, on voit moitié-moitié, ceux qui le font, ceux qui ne le font pas. Alors, une fois que vous avez réceptionné votre marchandise, vous la stockez. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on gère nos températures de stockage? Donc déjà, à quelle température on conserve ces produits? La réglementation, elle n'est pas claire. Elle ne vous dit pas tel produit c'est X degrés, tel produit c'est X degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de tellement de critères. Par contre, il y a un truc qui s'appelle le GBPH. Alors, le GBPH, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le guide des bonnes pratiques d'hygiène. Donc, c'est des gros documents qui ont été construits par des professionnels du secteur et validés par le gouvernement, qui vont vous donner plein de bonnes pratiques. C'est-à-dire que la réglementation ne dit pas les viandes hachées, c'est 2 degrés dans le texte réglementaire, mais le guide des bonnes pratiques d'hygiène dit en restauration, les viandes hachées, c'est 2 degrés maximum la température de conservation. Donc là-dessus, vous allez avoir des indicateurs. On vous les a mis sur l'écran. Là, vous avez des indications par grande catégorie de produits. Il faut savoir que si vous cherchez des repères, soit vous avez l'info de l'étiquetage du produit, parce que c'est un produit emballé, donc c'est à la responsabilité du fabricant que la température est définie. Si c'est une préparation maison, vous avez fait des nems, vous avez fait des préparations quelconques, c'est 3 degrés maximum. La réglementation est claire là-dessus. Et il y a les produits super sensibles, toujours pareil, steak haché, enfin, quand je dis steak haché, c'est viande hachée, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas du steak. Viande hachée, poisson frais, c'est 2 degrés maximum. Attention, on voit rarement dans les restaurants des frigos vraiment à 2 degrés. Assurez-vous d'avoir des zones de stockage qui sont adaptées à la température de vos produits. Toi, Rebecca, sur quoi tu mettrais un gros focus de vigilance sur les températures de stockage? Comme tu disais, sur les produits qui sont les plus instables microbiologiquement, c'est-à-dire la viande, le poisson, les produits à base de lait cru,
d'œufs crus, comme la mousse au chocolat qu'on a parlé précédemment. En fait, ces produits, ils ont une composition optimale pour favoriser le développement des bactéries. Donc, c'est vraiment essentiel de les conserver à la bonne température pour juste freiner le développement de ces bactéries. Donc, de conserver dans la plupart des cas entre 0 et 4 degrés et 0 et 2 degrés pour les produits ultra sensibles. Mais voilà, les produits ultra frais, il faut vraiment être super vigilant. Ouais. Il faut être vigilant et faites attention aux chambres froides surchargées, etc., etc. Parce qu'on pense que c'est à 2 degrés, puis quand on contrôle, ça ne l'est pas du tout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour contrôler les températures de stockage? Alors déjà, vous pouvez équiper les enceintes d'un thermomètre étalonné. C'est super important, parce qu'un thermomètre étalonné, c'est un thermomètre dans lequel on a mis dans de la glace fondante pour vérifier que son 0 est un 0. Alors, ces petits thermomètres, vous pouvez trouver à droite, à gauche. La température digitale de votre enceinte froide n'est pas suffisante, parce que souvent, elle n'est pas du tout étalonnée. Et elle ne vous indique pas n'importe quoi, mais pas loin. Donc, vous devez avoir des enceintes froides avec un thermomètre à l'intérieur. Vous devez contrôler chaque jour vos enceintes froides et relever la température. Qu'est-ce que vous devez enregistrer? Le nom de l'enceinte froide, la température de relevé, le jour et l'heure de relevé, le nom et les initiales de la personne qui l'a fait, et en cas de problème, les actions correctives. Alors concrètement, Bastien, tu as 2-3 conseils à nous donner sur les différents types de relevés qu'on peut faire? Ah bah oui, complètement. Aujourd'hui, on a 3 manières de le faire. On va la faire dans l'ordre qu'on a ici. Donc manuel sur papier, vous pouvez avoir une feuille comme celle-ci en exemple, par frigo et par mois. C'est-à-dire que vous notez vos initiales et la température chaque jour ou chaque demi-journée en fonction de votre récurrence, et vous enregistrez la température que vous donne l'enceinte froide. Donc c'est du papier, c'est des stylos qu'il faut stocker, c'est surtout beaucoup de papier que vous devez stocker. Donc nous, ce qu'on peut vous proposer avec Octopus, c'est de le faire directement depuis votre smartphone ou votre tablette avec l'application. Donc ça vous permet d'enregistrer automatiquement les relevés. Il faut juste appuyer sur la bonne température. Et si vous voulez vraiment, et là, perdre 0 seconde là-dessus, on a un système de capteurs connectés qui permet automatiquement de prendre la température toutes les 10 minutes et qui vous prévient par SMS ou mail, voire les deux, en cas de problème dans vos enceintes froides, et ça vous évite de perdre de la cam en pleine nuit. Après, il faut te réveiller. Donc en fait, voilà, ça c'est des méthodes différentes. Dans la méthode HACCP, vous avez une obligation de résultat et pas de moyens. Que vous fassiez du papier, de l'appli digitale ou des capteurs, l'important c'est que vous ayez un système de contrôle. Donc en fait, quelle que soit votre méthode, vous devez par contre avoir une méthode, ça c'est obligatoire. On a un petit sondage, pareil, vous pouvez répondre pour savoir si vous faites vos températures, enfin vos enregistrements de température. On serait curieux de savoir comment ça se passe chez vous. Alors, il n'y a pas que les températures de stockage, il y a aussi plein d'autres relevés de température qui se complexifient en fonction de votre activité. Quand on travaille dans une dark kitchen, on est vachement plus exigeant que quand on est dans un petit restaurant qui fait quelques couverts où il n'y a pas beaucoup de stockage, pas beaucoup de rotation. Vous devez faire un contrôle de température dès qu'un risque est identifié. Je vous en ai mis 2 grands basiques qui sont les refroidissements rapides et les remises en température. Quand vous refroidissez, là, la réglementation est claire, c'est 63 degrés à 10 degrés en moins de 2 heures. Vous devez noter température de départ, température d'arrivée, le couple temps-température et vérifier que ça a été refroidi rapidement. Pourquoi? Parce que sinon, il y a une prolifération bactérienne qui est maximum, c'est 40 degrés, 30 degrés, c'est la fête pour les bactéries. Donc, du coup, l'idée, c'est de passer ces paliers le plus vite possible pour que les bactéries ne prolifèrent pas. Et la remise en température qui est l'effet inverse. Et là, on passe la température de stockage à 63 degrés en moins d'1 heure. 2 heures à descente, 1 heure à la remontée. Et les seuils, c'est 63, 10 et stockage 63. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous devez mettre en place dans vos établissements. Pareil, quel que soit le moyen, vous pouvez le faire sur papier ou avec Octopus, il y a plein de solutions. On va regarder le cas particulier des températures de livraison et des équipements. Donc aujourd'hui, on est avec Deliveroo, qui sont des spécialistes de la livraison. Et ça, c'est un sujet super important. Du coup, Rebecca, toi, tu identifies quoi comme risque lié à la livraison à domicile, notamment sur les températures? Le danger le plus important lors de la livraison, c'est qu'il y ait une rupture de la chaîne du chaud ou du froid trop importante, qui serait due en fait à un temps trop long entre la préparation et la remise au client. Donc du coup, côté livreur, il a pour obligation d'être équipé d'un sac isotherme propre.
Normalement, le temps de livraison ne devrait pas excéder 20 minutes. Donc, on maîtrise le risque microbiologique comme ça par un temps court de livraison. Et côté restaurateur, si vous optez pour la livraison de plats froids type pokéball, salade ou plats froids à réchauffer, vous avez l'obligation de maintenir les plats entre 0 et 3 degrés jusqu'à la remise au livreur. Si vous optez pour des plats chauds, dans ce cas, il faudra maintenir le plat à 63 degrés minimum. Cependant, il y a certains types de plats qui vont ni s'accommoder avec le maintien au chaud, ni au maintien au froid, type burger, pizza, sushi. Donc, ce que je recommande là, c'est de ne pas anticiper les commandes et de préparer à la minute pour qu'il y ait le moins d'attente possible à température ambiante. Et aussi, il faut éviter de mélanger dans un même sac les préparations chaudes et froides, la boisson froide sur le plat chaud, pour éviter un transfert de température entre les deux produits. Et qui ferait une rupture soit de la chaîne du chaud, soit de la chaîne du froid. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont super importantes. Merci Rebecca pour ces précisions. C'est à la fois une question de sécurité sanitaire, après aussi une question de satisfaction client quand on reçoit quelque chose alors que ça devrait être chaud et que c'est un peu froid parce que ça a été mélangé, ou inversement. Bah, du coup, on est un peu déçu et en termes d'expérience client, c'est pas terrible. Donc, soyez vigilants sur ces sujets-là. Voilà, on a fait un tour rapide des températures. Si vous avez des questions, vous les posez et on vous répond juste à la fin. Là, on va faire un petit focus sur la traçabilité, qui est un des deuxièmes grands piliers de la méthode HACCP. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand on vous dit traçabilité, souvent, vous voyez tout de suite un petit ciseau, des petites étiquettes. C'est un peu ça, c'est être capable de retracer le chemin d'un aliment de la production à l'assiette. C'est pas juste garder des étiquettes pour garder des étiquettes, c'est qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert. Il y a plusieurs types de traçabilité. Il y a la traçabilité amont, c'est être capable d'identifier les fournisseurs et les denrées livrées. La traçabilité interne, identifier les matières premières utilisées au cours de ma production, les ingrédients de mes recettes. Donc, être capable de savoir qu'est-ce que j'ai fait en cuisine. Et si vous livrez d'autres professionnels, il y a encore un autre type de traçabilité, c'est la traçabilité aval, mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de cette formation. Mais sachez, voilà, on doit tracer en amont, pendant la prod chez vous, et si jamais vous livrez des pros, mais uniquement des pros, il y a une autre traça. Alors, aujourd'hui, on va voir la traça interne. Parce qu'on a déjà vu un peu le contrôle à réception. La traça interne, ça vous permet d'identifier les matières premières utilisées au cours de votre production et les ingrédients de vos recettes. Qu'est-ce qu'on doit conserver? C'est tout simple. Le nom du produit pour l'identifier, son numéro de lot pour être capable d'identifier, et sa DLC pour vérifier que ce n'est pas périmé. En général, le numéro de lot de la DLC, il y a un espèce de lien. Souvent, le numéro de lot, c'est la DLC à l'envers ou à l'endroit. Enfin, c'est souvent comme ça que c'est produit. Soyez rigoureux. La réglementation vous demande de le faire sur tous les produits. Soyez particulièrement rigoureux sur les produits qui sont les plus sensibles. Les ovoproduits, les viandes, les poissons, les laitages. Comment on fait? Pareil, obligation de résultat et pas de moyens. Soit on découpe l'étiquette, soit on recopie l'info, soit on prend en photo. Et après, c'est là que ça se corse en fonction du moyen que vous avez choisi, c'est le temps de conservation. Souvent, vous vous dites, non, c'est pas vrai. Si, c'est 6 mois pour les produits périssables, DLC inférieur à 3 mois, et 5 ans pour les autres. Alors, de vous à moi, je ne sais pas trop à quoi ça sert d'avoir une vieille boîte de conserve qui a 5 ans au fin fond d'un entrepôt pour aller vérifier la date ou le numéro de lot, mais c'est la réglementation. C'est pour ça que les solutions digitales sont quand même plus pratiques. Moi, je vais poser la question à Rebecca de savoir, chez Deliveroo Édition, comment est-ce qu'en fait tes restaurants partenaires font leur traçabilité? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce que tu leur demandes? Dans 90% des cas, nos restaurants partenaires sont équipés d'applications HACCP qui permettent de prendre en photo les étiquettes chaque jour et les bons de livraison pour la traçabilité amont. Pour les 10% restants, comme tu le mentionnais, ils découpent chaque jour les étiquettes et ils les conservent dans des pochettes plastifiées dans un classeur. Donc assez contraignant, assez chronophage, effectivement, avec un risque d'erreur important. Quid aussi de l'étiquette de conserve à découper, qui serait bien plus pratique à prendre en photo. Ouais, donc nous on conseille les photos. Bastien, toi tu as un avis sur la question, je pense.
Moi j'ai un avis, hein, le fait de garder une étiquette de steak haché pour l'avoir fait 6 mois dans une poche et elle s'ouvre d'un seul coup, et vous devez la garder pendant encore 6 mois, je vous avoue que les odeurs c'est pas top. Donc là c'est simple, hein, vous déconnez votre smartphone, votre tablette, vous prenez en photo l'étiquette et vous l'achetez. Voilà, c'est simple que ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on a créé Octopus, c'est pour vous simplifier la vie sur ces histoires de traçabilité qui sont quand même chronophages et qui prennent de la place dans vos bureaux. Il y a un petit sondage, pareil, on aime bien le sondage, pour savoir est-ce que vous êtes plutôt découpe ou prise de photo. Donc dites-nous si vous découpez vos étiquettes ou pas. Alors, il y a la traçabilité. Amont, c'est qu'est-ce que j'ai produit et une fois que j'ai produit, on est encore obligé de faire la traçabilité. Alors ça, c'est hyper important parce que si dans le frigo, on a des choses qui ne sont pas étiquetées, on ne sait pas depuis quand c'est là, on ne sait pas ce que c'est et il y a un vrai risque et surtout si vous faites contrôler et qu'il y a des produits non étiquetés en chambre froide, de vous à moi, vous allez prendre un peu cher. Ça, c'est un vrai truc des contrôleurs, ils vérifient vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les produits entamés et les produits transformés, toutes vos prépas maison doivent être identifiés. Comment on fait? On identifie le produit, donc son nom. Après, ça peut être une catégorie, hein, on n'est pas obligé de mettre que c'est, je sais pas, du zalouk, enfin des trucs pas possibles. Ça peut être juste, voilà, c'est du légume, légumes cuits. Que ce soit un zalouk, une ratatouille, ou ce que vous voulez, vous mettez légumes cuits, ça marche aussi. Être capable d'identifier le produit, donc sa catégorie ou son nom précis. La date d'ouverture ou de production, plus la DLC secondaire. Attention, on n'écrit pas au marqueur sur des films plastiques. Pourquoi? Parce que l'encre peut contaminer la nourriture. Et en plus, souvent, quand vous écrivez la date du jour. Ok, la date du jour, ça ne vous donne pas beaucoup d'infos sur la date maximum à laquelle vous pourrez utiliser le produit. Donc ça, c'est source d'erreur monumentale, donc il ne faut pas le faire. Les durées max. Alors, soit c'est un produit emballé, il y a des indications du fabricant, c'est la date plus la température de conservation, on a dit que c'était lié, attention. Soit vous êtes sur des produits transformés que vous avez fait vous, et vous avez deux options. Soit vous faites des analyses microbiologiques, mais très rares sont ceux qui le font via des labos, soit vous n'en faites pas, ce qui est la grande majorité des cas, et c'est 3 jours maximum en l'absence d'analyse microbiologique. Donc J plus 3. J plus 3, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est J, et vous avez 3 jours après aujourd'hui. Attention, produit très sensible, les ovoproduits, les viandes hachées, les préparations mixées, c'est J0, J1. La mayonnaise maison, une béarnaise maison, un steak haché, du veau, du poisson mixé, c'est J0, ne prenez pas de risque. Plus c'est haché fin, plus il y a un risque de développement bactériaux. Et en fait, les dates, les durées de conservation dépendent du produit transformé, des conditions de transfo et du stockage. Parce qu'en fait, que vous tranchiez du jambon dans une cuisine qui est en température dirigée, qui est climatisée, avec des gants, des conditions nickel, vous aurez peut-être un jour de plus que si vous le faites dans des conditions un peu moins nickel, parce que vous n'avez pas d'espace de production froid, parce qu'il fait un peu chaud, etc. Donc, en fait, la date est liée à vos températures de préparation et de stockage. Voilà pour le petit focus des DLC. Comment est-ce qu'on fait pour imprimer ces DLC? Bastien, 2-3 conseils? C'est les conseils de Bastien. Ouais, exactement. On a plusieurs solutions pour le faire. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est soit avec une dateuse, on va dire manuelle, vous mettez la date du jour, un coup d'étiquette et c'est terminé. Mais c'est bien pour savoir quand est-ce qu'on l'a entamé, c'est pas hyper bien pour savoir quand est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc c'est pour ça que via l'application, on est plugué avec des étiqueteuses qui vous permet d'étiqueter automatiquement vos produits avec les bonnes DLC, c'est-à-dire que ce soit du J+2, J+3, J+5, etc. Vous aurez automatiquement la DLC secondaire qui s'affichera, vous l'avez à droite, vendredi 5 juin 2023, qui sont un peu vieilles maintenant, il va falloir les jeter, qui sont imprimés directement sur vos produits et vous les retrouvez dans votre historique Octopus. Donc, depuis votre téléphone, vous pouvez voir le matin, savoir s'il y a des produits à très vite utiliser ou à passer à la poubelle si on les a oubliés la veille. Alors Rebecca, je crois que chez Deliveroo, il y en a pas mal qui ont des dateuses et du coup, toi, tu es assez exigeante avec eux. Tu ne les laisses pas faire n'importe quoi et tu leur demandes d'avoir 2 dates sur leur étiquette. Ouais, c'est ça. On utilise une dateuse à double entrée, comme ça, en un seul clic, on a la date de production et la DLC secondaire, ou certains aussi l'imprimante connectée. Ouais, parce que juste la date de prod, c'est ce qu'on a dit, ça sert à Ouais, rien. Soit en dateuse ou au marqueur que vous n'êtes pas censé écrire sur le film. Franchement, on est d'accord. Alors, le troisième type de relevé HACCP, on va faire un petit focus plan de nettoyage. Donc, je vais vous donner pas mal de conseils sur
comment on met en place un plan de nettoyage, ou si vous l'avez et qu'il date depuis belle lurette, vous avez fait transfo dans votre cuisine, comment on le met à jour. Alors, le plan de nettoyage, c'est aussi une obligation réglementaire. C'est un peu le but de ce webinaire, c'est de vous rappeler tout ce qui est obligatoire. Il faut que vous en ayez un, ça c'est obligatoire. Mais il n'y a pas que ça comme obligation, il y a aussi le fait de le consigner. Vous devez suivre votre PMD sur toutes les tâches non quotidiennes. La réglementation dit que tout ce qui est hebdo, mensuel, trimestriel, annuel, vous devez le noter. Ce qui est quotidien n'est pas obligatoire, mais est quand même vivement conseillé. Vous devez adapter vos produits d'entretien, produits pro, avec les docs, les fiches tech et fiches de sécurité. Et vous devez contrôler la qualité du nettoyage pour vous assurer que ça a bien été nettoyé et désinfecté. Alors, comment on crée son PND? Donc, si vous avez besoin de le faire, prenez des notes. C'est 1, vous identifiez vos zones. 2, votre matériel. On va rentrer en détail dans chacun des sous-chapitres. 3, la fréquence. 4, comment je fais. 5, avec quoi. Et 6, qui c'est qui le fait. Là, vous avez une fiche, un exemple de fiche de plan nettoyage. Allez, rentrons dans le détail. Les zones, donc c'est simple. Vous identifiez toutes les zones de votre établissement. L'économa, les chambres froides, la prod chaude, la pâtisserie, l'office, le bar. Ça peut être les zones d'appro, ça peut être les zones de livraison dans une dark kitchen. Il y a plein de zones, les vestiaires, etc. Pour chacune des zones que vous avez identifiées, vérifiez que tout ce qui est surface matérielle a été mis à jour. Les surfaces, c'est quoi? C'est les surfaces au sol, gris, etc. Mais les surfaces aussi verticales, les murs, les portes, les plans de travail, ça peut être les plafonds. Les surfaces, ça peut être aussi les poignées de porte, les interrupteurs. On a beaucoup parlé pendant la crise du Covid, bien les désinfecter. Et il y a aussi le matériel. Alors le matériel, ça a du gros matériel évident, comme les fours, les sauteuses, etc. Mais il y a aussi le petit matériel, les couteaux. Il y a aussi les armoires à couteaux. Il y a les hottes, il y a toutes ces petites choses qu'on pourrait oublier. Les évaporateurs, des enceintes froides, les clayettes, ce genre de choses. Portez une attention particulière au matériel sensible. Trancheur, mixeur, planche de découpe, petit matériel, c'est des choses qui peuvent très très vite être contaminées. Si c'est mal désinfecté et qu'on s'en sert longtemps dans la journée, on peut avoir des vrais risques sanitaires. Et je ne vous parle pas des contaminations allergènes. Ça, c'est un autre problème. Ensuite, une fois que vous avez identifié votre matériel, vous devez définir la fréquence de nettoyage. Est-ce que je nettoie mon matériel après chaque usage? Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, et les cas particuliers. Donc ces fréquences, en fait, elles sont là, ce que je vous mets, c'est indicatif. Dire par exemple des murs une fois par semaine, oui pour un restaurant, non pour une boucherie. Pour une boucherie, c'est tous les jours. Il y a des établissements où il va falloir faire un clean nickel 2 fois par jour, d'autres c'est qu'1 fois par jour. Ça dépend vraiment de comment vous travaillez. Ensuite, pour chaque élément, vous devez définir comment. Mode opératoire, je le débranche. Pour les appareils électriques, il faut que je frotte, parce qu'en fait, il n'y a pas de magie, il faut frotter. Il faut laisser agir. On l'a mis en gras, pourquoi? Parce que les produits fonctionnent avec un temps de pause. Si vous allez trop vite et que vous sprayez, vous nettoyez, vous rincez, et que votre produit il a besoin d'1 minute 30 ou de 2 minutes pour éliminer les bactéries, il n'aura rien éliminé du tout. Rincer, ça c'est important, et racler. Et le matériel que vous utilisez, les brosses, les lavettes, les raclettes, attention, les matériels interdits. Éponges, on n'est pas à la maison. Donc les éponges, les raclettes en mousse, les serpillères, les chiffons réutilisables, à la fois c'est des nids à bactéries et c'est interdit. Et le matériel que vous utilisez, vous devez aussi l'inclure dans le plan de nettoyage. Les brosses, ça se désinfecte. Okay. Et enfin, les produits de nettoyage. Donc, vous devez avoir des produits homologués, certifiés aptes au nettoyage des surfaces de contact avec les denrées alimentaires et respectant les normes NF et EN. Attention, on est des professionnels, on n'utilise pas du PEC citron. Il y a parfois des clients qui disent oui, mais alors moi je fais tout au vinaigre blanc. Bah, désolé, le vinaigre blanc a ses limites, ce n'est pas suffisant. Pour tous vos produits, respectez le tact. Le tact, c'est quoi? C'est la température, l'action mécanique, la concentration, c'est la dilution, et le temps de contact. Un produit mal dilué, surdilué, dans de l'eau trop chaude, avec un temps de contact non respecté, vous vous retrouvez avec un produit qui ne sert à rien. Et au prix du litre de ces produits-là, autant pas l'utiliser. Donc, si vous le faites, faites gaffe à ça. Revérifiez les fiches techniques, c'est marqué dessus, et respectez ces recommandations. Et le rinçage est indispensable. C'est souvent oublié, ça. C'est hyper important. Et vous devez avoir les fiches tech en votre possession, les fiches de sécurité. Chez Octopus, on les intègre directement dans l'appli.
toi, Rebecca, qu'est-ce que tu recommandes pour que les PND soient bien suivis? Je recommande de les imprimer, de les plastifier et de les afficher en cuisine. Comme ça, tout le monde a accès à l'information, savoir quelle surface, à quelle fréquence, selon quel mode opératoire. On n'a plus aucun doute. D'ailleurs, je recommande de toujours imprimer tous vos documents d'hygiène, que ce soit plan de maîtrise sanitaire, attestation de formation, etc., fiche de données de sécurité, réunis dans un classeur qu'on conserve en cuisine pour que en cuisine, si vous avez besoin de le consulter, vous avez accès à l'information facilement. Et aussi, en cas de contrôle de la DDPP, vous avez toutes les informations, quasiment toutes les... Vous répondez à beaucoup de questions juste en soumettant ce classeur à l'inspecteur. Donc, je vous recommande de tout réunir en cuisine. Très bien. Et autre solution, Bastien, 2-3 conseils pour passer au digital? Ce même classeur qu'on peut effectivement retrouver l'ensemble de ces informations directement depuis l'application, donc sur smartphone ou sur tablette encore une fois. Vous avez votre plan de nettoyage qui est intégré, vous avez juste à cocher effectivement les tâches que vous avez réalisées aujourd'hui, ça enregistre automatiquement l'heure, la date, le nom de la personne qui a réalisé la tâche, et on peut consulter ces fiches techniques et fiches données de sécurité directement depuis l'application. Donc comme ça vous permet de donner à la tablette un café, un verre d'eau, vous êtes tranquille en cas de contrôle. Et nous, on vous met les FT et les FDS à jour quand il y a des changements chez les fabricants. Alors, on va vous faire une petite présentation des solutions Octopus et Deliveroo. Et juste après, je réponds à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans les questions. Moi, je commence à les lire et je prépare mes réponses. Bastien, je te laisse la parole. Yes. Donc du coup, nous, c'est Octopus HACCP, on organise effectivement ces webinaires et ce qu'on fait surtout, c'est qu'on propose la meilleure application pour tous les relevés HACCP. Donc en fait, on la retrouve, et ça je l'ai dit au moins 4 ou 5 fois déjà aujourd'hui, sur smartphone, sur tablette, mais aussi sur ordinateur, sur tout type de support Android ou iOS. Et elle vous permet effectivement de réaliser l'ensemble des relevés HACCP qu'on a vu aujourd'hui, mais aussi bien plus en fonction de la typologie d'établissement que vous avez. Donc, comment ça marche? Plus de papier, plus de stockage, et vous êtes tranquille en cas de contrôle. C'est ce que va vous proposer Octopus, de réaliser l'ensemble des relevés via l'application. Pourquoi Octopus? C'est la question, pourquoi l'avoir sur le téléphone si on peut l'avoir sur le papier? C'est on a fait quelque chose de très simple. Quand on est en cuisine, qu'on n'a pas l'habitude de l'HACCP, qu'on n'a pas l'habitude du numérique, on peut quand même utiliser l'application directement depuis la tablette que l'établissement nous fournit ou smartphone personnel si on gère l'établissement. On a fait quelque chose de très fluide, c'est-à-dire que vous avez juste à l'installer et après, ça fonctionne sans problème. Niveau sécurité, tout est stocké sur nos serveurs pendant 5 ans, donc même si votre téléphone tombe dans un bac de plonge, c'est pas grave, parce que ce sera stocké sur nos serveurs chez nous. Et donc du coup, on fait la meilleure application, mais aussi le meilleur service derrière. On paramètre sur mesure par rapport à votre établissement, vous envoyez toutes les informations, vos fournisseurs, vos DLC, votre plan de nettoyage avec produits d'entretien. On l'intègre à l'application. On fait la formation à vous et vos équipes, et après on est dispo si vous avez la moindre question sur l'outil. Donc là, on a parlé de quelques fonctionnalités qu'on pouvait retrouver sur l'outil. On peut aller beaucoup plus loin. Donc on a parlé de contrôle à réception, de traçabilité, d'impression d'étiquettes. On va pouvoir aussi suivre tout ce qui est température, de cellules de refroidissement, de liaison si vous travaillez avec des liaisons, et effectivement contrôle des huiles, plan de nettoyage, audit si on part sur une logique de groupe de restauration, et tout ça pour un abonnement à partir de 47 € par mois. Hop. Ce qui amène à ma dernière question. Est-ce que vous seriez intéressé pour faire la démonstration? On a le petit sondage qui va s'afficher, je vous laisse y répondre et mon équipe et moi vous rappellerons. Si vous répondez oui, on vous appellera. Exactement. Voilà. Comme ça, au moins, ça permet de ne pas vous embêter. Exactement. Alors, Louis, je vais te donner la parole. Tu peux nous parler un peu plus de Deliveroo? On a sûrement des gens qui sont chez vous aujourd'hui, là, dans le public, et on en a qui ne le sont pas encore. Pourquoi c'est une bonne idée de rejoindre Deliveroo? C'est une bonne idée de rejoindre Deliveroo. Merci. Attendez, c'est une très bonne idée. Oui. Vous m'entendez? C'est une très bonne idée de rejoindre Deliveroo parce que c'est une application qui va vous rendre visible à l'échelle d'une ville et qui va vous permettre de développer vos ventes sur le modèle de la livraison. Merci Rebecca d'avoir été avec nous aujourd'hui, qui vous a donné pas mal d'informations concernant la partie hygiène et sécurité. Chez Deliveroo, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. Donc Deliveroo, ce sera aussi le garant
de la qualité de service, qu'elle soit opérationnelle et en livraison chez nos clients. Que ce soit pour des partenaires restaurateurs, mais aussi aujourd'hui, Deliveroo est ouvert à l'ensemble des commerces de bouche et de proximité. On peut avoir des bouchers, des poissonniers, on va avoir des commerces restaurants. On est aujourd'hui capable de couvrir et de livrer une grande partie des commerces de proximité et via un panel de clients très large et à l'échelle nationale. Donc, il ne suffit pas d'être dans des grandes villes pour pouvoir avoir accès au service Deliveroo. On est aussi disponible partout. Donc voilà, aujourd'hui, on a développé nos propres cuisines édition. Donc en fait, aujourd'hui, on est capable d'offrir à nos partenaires qui sont déjà implantés une nouvelle zone de chalandise, de pouvoir tester une nouvelle ville. Par exemple, vous êtes restaurateur à Paris. Vous pouvez ouvrir un restaurant et une cuisine à Bordeaux et dans la région parisienne. Mais on a toute la team édition qui sera ravie de vous faire des démonstrations si jamais vous répondez à la suite du sondage et que c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais sinon, venez nous rejoindre chez Deliveroo, venez échanger avec nous et on sera ravis de vous compter parmi nos partenaires restaurateurs et autres. Merci beaucoup. Merci Louis. Et donc nous, on a une offre, parce qu'on est partenaire avec Deliveroo, donc on a une offre. Bastien, je te laisse la présenter en un mot et après je réponds aux questions. Exactement. Si effectivement vous travaillez déjà avec Deliveroo et vous souhaitez adopter Octopus et rejoindre la grande famille d'Octopus, vous avez la formation qui est pour l'utilisation de l'application qui a une valeur de 199 €. Voilà. Merci Bastien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous offrir? Vous allez recevoir par email un email avec des liens. Sur ces liens, il y a des goodies. Donc on vous a fait tout un guide sur les bases des températures et on vous a mis des documents, donc les fiches qu'on vous a présentées, qui sont des jolies fiches qu'on a faites pile poil pour que ce soit pratique. Donc si vous voulez passer au papier avant de passer au digital, on vous offre ces fiches, téléchargez-les et vous les mettez dans votre cuisine et comme ça, ce sera pratique de faire tous vos relevés. J'en profite, prochaine formation, la prochaine c'est lundi 13 novembre sur la chaîne du froid. Donc si vous voulez être encore plus focus, on va aller encore plus loin sur la chaîne du froid. C'est pareil, c'est gratuit et on répondra à toutes vos questions. Allez, c'est parti les questions. Alors, j'ai trié les questions par celles qui ont le plus de votes. Donc, on va commencer par Aymen Alia qui nous dit « Bonjour, pour la viande fournie directement par le boucher, combien de temps on peut la conserver en chambre froide ?» Alors, c'est le genre de réponse que j'adore de vous faire, c'est « ça dépend ». En fait, ça dépend de quelle viande s'agit-il. Est-ce qu'on parle de steak haché ou est-ce qu'on parle d'un quartier de bœuf en entier qui va se faire maturer? Donc, en fait, le temps est vraiment lié au produit. Si c'est de la viande hachée, je vous conseille un jour max. Si c'est de la viande qui peut être maturée, ça peut être beaucoup plus long. Mais en fait, c'est de la responsabilité du boucher qui vous livre de vous dire ça, la durée, ça va être tant de temps. Et à telle température. Parce que la viande maturée, on sait que ça ne se conserve pas forcément à 2 degrés. Donc en fait, voilà, il y a autant de types de conservation et de durée de conservation qu'il y a de morceaux de viande particuliers quand vous allez directement vous approvisionner chez le boucher. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ensuite, on a Kassem Souci qui nous dit « Bonjour, si j'ai des produits au bain-marie qui sont maintenus au chaud pour servir le client à la minute, quel est le délai maximum durant lequel ils peuvent y rester ?» Rebecca, est-ce que tu veux répondre à ça ou est-ce que tu veux que je fasse une réponse? Vas-y, je te laisse répondre. Alors, en fait, il n'y a pas de temps. La question, c'est est-ce que vous êtes capable de garantir la température minimum de maintien au chaud? La température minimum de maintien au chaud, c'est 63 degrés. Alors, évidemment, vous n'allez pas le garder 5 jours d'affilée. On a dit tout à l'heure, c'est 3 jours maximum pour garder un produit chaud. Mais vous pouvez le garder tout un service, il n'y a pas de souci, si vous êtes capable de justifier que votre température de maintien au chaud est à minimum 63 degrés. Donc, ce qu'on vous conseille dans ces cas-là, c'est vous faites un relevé de température de votre bain-marie, parce qu'attention, les bains-maries, parfois, ça marche moyen. Un relevé de température en début de service, et ça doit être minimum à 63. Je vous conseille que ce soit au moins à 70 pour être sûr qu'il n'y ait pas de… Si c'est à 63,5, vous allez avoir un problème, c'est sûr. Et un relevé en fin de service qui prouve que vous n'êtes toujours pas passé sous les 63.
Ce qui veut dire qu'au moins, pendant la durée du service, même s'il y a eu des petites variations, ce n'est pas descendu trop bas. Donc, c'est 63 minimum la réglementation, mais si c'est 63,5, franchement, vous avez un problème de bain-marie, ça ne passera pas. Assurez-vous que ce soit suffisamment chaud. Et en général, vous n'avez pas besoin de garder ça plus d'un service. Ça peut être une journée complète, mais dans ce cas, faites des relevés réguliers pour vérifier que la température soit suffisamment chaude. J'espère que j'ai répondu à votre question. Aurélien nous dit « Bonjour, le thermomètre laser n'est pas réservé que pour la réception des surgelés. » Eh bien non, Aurélien. Vous pouvez utiliser un thermomètre laser pour tout mesurer, même la température de vos collègues, si ça vous fait plaisir. En fait, le thermomètre laser, ça va juste prendre la température en surface d'un produit. Donc, ça peut être pour plein de choses. Si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser pour prendre toutes vos températures. Par contre, ça prend que la température en surface et pas la température à cœur. N'est-ce pas, Bastien? On a eu des gros débats là-dessus la semaine dernière. Oui. On débat sur des sujets passionnants. Passionnant. Alors, Frédéric Fuseau nous dit « Bonjour, en fait, on a besoin d'utiliser des éponges qui grattent pour enlever les choses plus solides. » Oui. Alors, attention, une éponge n'est pas autorisée si c'est une éponge en synthétique, en mousse. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des nids à bactéries. C'est crado. Les éponges grattantes, qui peuvent être des éponges métalliques, peuvent être utilisées, ou des éponges en plastique grattant peuvent être utilisées, sous réserve que vous vous assurez qu'elles soient désinfectées régulièrement. Une éponge, quelle que soit sa matière, qui a un nid à microbes, ça reste un nid à microbes. Par contre, on est sûr que les éponges qu'on a à la maison, ça, pour le coup, c'est des nids à microbes. Donc ça, c'est interdit. Donc évidemment, vous pouvez gratter. Après, il y a des grattoirs, il y a des systèmes en plastique, etc. Rebecca, vous, dans les cuisines Deliveroo Édition, je pense que vous êtes vigilant aussi. Vous leur recommandez quoi pour quand il y a besoin de frotter un peu, quand ça a collé? Au sujet. Moi, je recommande les éponges grattantes vertes, mais qui sont que grattantes, pas avec la mousse jaune en dessous comme à la maison. Ça, on a des boules inox qui essayent de se faufiler souvent, mais c'est vraiment une catastrophe parce que ça se met en petits morceaux hyper rapidement. C'est pas assez bien renouvelé ou nettoyé. Et donc, moi, je pousse pour interdire aussi les boules inox parce que on a toujours des petits bouts de fer qui sortent en fait de cette éponge qui est vraiment pas pratique, quoi. Mais là, on sort du côté désinfection, on rentre plus sur le côté intrant qui pose un problème avec quelqu'un qui pourrait le manger et c'est tout fait avec. Exact. Des plans clients sur du corps étranger. Voilà, Frédéric, j'espère qu'on a répondu à votre question. Et Christiane avait la même question, la meilleure alternative pour remplacer les éponges en inox. Je réponds l'huile de coude. Et je sais que c'est pas facile. On avait, je vois que vous appréciez mes blagues. Ça me fait plaisir. Kassem, donc ça on a déjà répondu. Aurélien, c'est bon. Frédéric nous disait 2 degrés pour le poisson. Et oui, 2 degrés pour le poisson. En fait, le poisson frais, c'est extrêmement sensible. Et il y a des bactéries qui vont vite se développer, qui sont responsables en fait de l'odeur du poisson. Ça s'appelle l'histamine. Et en fait, quand on achète du poisson, les producteurs de poissons, ils produisent pas, ils livrent le poisson, les pêcheurs, etc., vérifient le taux d'histamine des poissons pour s'assurer qu'en fait, le poisson qui est livré n'a pas un risque. À la fois, ça sent pas bon, mais en plus, c'est un risque pour la santé. Et donc, 2 degrés, ouais, c'est impératif. Sauf s'il est surgelé, évidemment, c'est un peu plus froid. Claire nous dit, si on commence un partenariat avec vous, est-ce que vous pouvez venir faire un audit et nous dire quel plan HACCP mettre en place? Je vais vous faire une réponse de Normand. Nous, on fera un plaisir de vous conseiller. Par contre, on a des super partenaires qui sont des formateurs. Par exemple, on travaille pas mal avec le cabinet Vetica à Paris. Il y en a partout. On n'a pas d'intérêt financier chez eux. C'est juste, c'est des vrais pros qui sont là pour vous conseiller. Si vous avez besoin, vous demandez, on vous donne des adresses. On a plein de gens qui sont là pour mettre en place vos plans de maîtrise sanitaire et surtout, vous expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un document, il s'agit de le comprendre. Alors, Christiana, le caillebotis doit faire quelle hauteur pour être conforme? Je n'en sais rien. Ça dépend de votre caillebotis. Ça dépend où, ça dépend comment il est attaché. Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre, sauf si Rebecca, tu as une info caillebotis qui m'est échappée. Mais je ne sais pas. La réglementation, elle ne va pas avoir de spécifications aussi précises, mais à édition, en tout cas, moi, je recommande 15 cm minimum. Pour vraiment que ce soit surélevé et aussi pouvoir nettoyer en dessous parce qu'un caillebotis à même le sol qui fait 1 cm de haut, on peut jamais nettoyer en dessous, surtout s'il y a beaucoup de charge dessus.
Merci pour cette info K-Boti. Je ne savais pas qu'il y avait un point réglementaire sur le K-Boti. Non, il y a pas. Ouais, c'est pas un point réglementaire, mais c'est un best practice. Une bonne pratique. Voilà, c'est ça. Bonne pratique. Océane nous dit, pour la traçabilité en interne, quand faut-il tracer le produit? À la réception ou lorsqu'on consomme le produit? Les deux, mon général. Vous devez être capable d'identifier votre produit en amont. Alors, il ne s'agit pas, lors du contrôle à la réception, de faire un contrôle de chaque produit, sauf si vous êtes en EHPAD, si vous avez un économe, mais si vous êtes en restauration classique, non. Votre nom de livraison suffit. Et quand vous consommez le produit, vous prenez en photo toutes vos étiquettes et comme ça, vous êtes sûr que vous savez ce qui a été passé en cuisine aujourd'hui. Bilal aimerait connaître les DLC des produits poivre, sel, épices. C'est marqué sur les boîtes. En général, c'est X jours après ouverture. Le sel, je ne suis pas sûre qu'il y ait une date. Des DM longues, il n'y a pas de risque. Rachida nous dit combien de jours peut-on garder du poulet nature déballé qu'on laisse mariner au frigo? Mariner, on n'aime pas trop, hein, Rebecca. Les marinades, en fait, c'est des nids à bactéries. Vous mettez du liquide, en général gras, donc un truc où les bactéries s'éclatent un peu. En général, c'est rarement acide. Donc ça, c'est très court. Si vous voulez faire ça, je vous conseille vivement de faire une analyse bactériaux par un labo parce qu'il y a un vrai risque bactériologique là-dessus. Mais j'ai envie de vous dire le plus court possible, hein, une journée max. C'est pas comme à la maison. Hein. On ne met pas 4 jours et on l'oublie et on ressort. Mohamed nous dit, je n'ai pas de cellule de froid pour refroidir les viandes après cuisson. Que me conseillez-vous d'acheter une cellule de froid, Mohamed? Je crois que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas laisser refroidir ça sur le bord du comptoir. Et je crois qu'on a répondu à toutes vos questions. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu, que c'était instructif pour vous. En tout cas, nous, on était ravis d'échanger avec vous. Si vous avez des questions pour rejoindre Deliveroo, Louis se fera un plaisir de vous recontacter. Si vous avez des questions pour en apprendre plus sur Octopus, Bastien se fera un plaisir. Enfin, je crois que c'est Maëva chez nous qui va vous rappeler. Et puis, si vous en voulez encore, prochain webinaire, le 13 novembre, on parlera chaîne du froid. Voilà, et à bientôt. Merci et puis beaucoup. Bon service pour tous ceux qui font leur service de ce soir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.